Bonjour Youssef. Bonjour Laurent. Écoute, merci beaucoup pour ta deuxième participation au podcast Banous. Tu étais intervenu au lancement du projet pour nous expliquer en fait les basiques du SEO. Alors cette émission, elle va être un petit peu différente puisqu'elle va se dérouler sous forme d'une discussion. Alors bien sûr autour du SEO et on va prendre comme support de discussion en fait le site banous.com pour pouvoir donner des exemples concrets d'optimisation concernant le SEO. Alors pour commencer, une question toute simple, est-ce que le nom de domaine a un impact ou a encore un impact dans le référencement naturel ? Alors c'est une très très bonne question. C'est marrant parce que en ce moment dans la SEO sphère, c'est un domaine qui fait beaucoup couler d'encre. On parle vraiment de domaine expiré. Alors, baser uniquement ta stratégie SEO sur un nom de domaine avec des mots-clés, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. J'y crois pas. Moi, ce que je conseille aux gens, surtout aujourd'hui, c'est d'actualité, c'est d'acheter des noms de domaine qui ont un historique. Aujourd'hui, grâce à des plateformes comme udot.io, donc yuydot.io ou encore PBN Premium, on peut chercher des noms de domaine par mots-clés et puis on peut avoir un historique en ayant des indicateurs assez intéressants par rapport à l'historique sur notamment la popularité, le trust et d'autres éléments très intéressants. Donc si jamais tu souhaites débuter, je te conseille de passer sur ces plateformes, de regarder un historique, de voir justement si ces noms de domaine ont eu une bonne vie avant qu'ils soient vendus et puis d'en acheter un. C'est intéressant. Mais sinon, effectivement, non. Pour se lancer uniquement sur le SEO avec un nom de domaine et mettre des mots-clés dessus, c'est pas ça qui est le plus important lorsqu'on se lance. Ok, donc on a bien fait d'essayer de créer une petite marque comme Banous plutôt Banous, que... c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. D'ailleurs, j'ai jamais osé te demander, mais ça vient d'où ? Banous, tout simplement, c'est lorsque je travaillais dans une boîte, souvent on parlait de Banous pour parler de bannière en fait. D'accord. Tout simplement. Très bien. J'avais vu un article disant qu'il fallait choisir un hébergeur avec une bonne réputation ou l'hébergeur n'a aucun rapport dans le SEO maintenant. Alors honnêtement, choisis juste un hébergeur qui fonctionne, où il y aura pas forcément d'erreurs 500 toutes les semaines, un hébergeur qui fonctionne. Moi, ce que je conseille aux personnes que je forme, c'est tout comme les forfaits téléphones, de prendre des hébergeurs connus et OVH, ils font très bien le travail. Donc voilà, prenez un hébergeur connu, mais sinon l'hébergeur n'impacte pas forcément le SEO. Ouais, bien sûr, après, sur des questions, par exemple, internationales, là, je pourrais te conseiller de prendre des CDN pour pouvoir internationaliser ton site internet, mais là, c'est un autre sujet. Banous est sur OVH. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai écouté un podcast édité par Les Échos avec une interview de Octave. C'est bien Octave, c'est ça. Ouais. Octave, qui est passionnante. Il est passionnant. J'aime beaucoup cet individu et pour moi, il a gardé l'ADN de OVH du lancement jusqu'à maintenant et c'est une très bonne chose. Bon. Revenons au SEO, sujet de l'émission. Donc, on a vu le nom de domaine, l'hébergeur, donc pas de problème. Si on fait un rapide tour de banous.com, est-ce que toi, tu vois déjà des choses qui te choquent en termes de SEO ? Alors, la première question à se poser, et elle va paraître très 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 basique, c'est de se poser la question, est-ce que le site est bien référencé ? Référencement, c'est un abus de langage, revenons à la définition même du terme, c'est être présent, être référencé sur les moteurs de recherche, mais plutôt être bien positionné. Pour le coup, moi comme ça à froid, je vais regarder ton site, je vais pas forcément voir de mots-clés, et ma première question, je vais te demander, quels seraient 3 mots-clés qui pourraient bien caractériser ton site internet, là où tu aimerais que ton site ressort ? Alors, en fait, je ne sais pas. À chaud comme ça, il me viendrait une multitude de mots-clés pertinents. Est-ce que je vais mettre cours de marketing digital, podcast de marketing digital, leçon de marketing digital ? Donc, comment choisir, par exemple, mes 5 thématiques Alors, moi, je dis toujours qu'il y a 50% d'expertise. Donc, je vais te demander quels sont les mots-clés, quel est le champ sémantique, en fait, autour de Banous. Bien sûr, souvent, des personnes qui connaissent pas vraiment le SEO vont prendre un terme ultra générique comme podcast ou audio.
Là, moi, je vais te dire non, il faut des mots un peu plus précis. Et les autres 50%, c'est quoi? Ce sont les outils. Aujourd'hui, il y a des outils qui vont te sortir les trends, ce qui est le plus tapé par les internautes, et on a même le volume de recherche mensuel. Par exemple, pour tes auditeurs, ils peuvent utiliser SEMrush ou encore Answer de Public ou encore Ubersuggest. Ces outils-là vont te permettre de trouver qu'est-ce qui est tapé. Donc on va taper par exemple podcast, on va ajouter un terme un peu plus précis, podcast web marketing ou podcast digital, et là on aura des mots-clés qui vont graviter autour de cette thématique et on pourra sélectionner des mots-clés et même peut-être, et là je fais un peu le lien avec ton site internet, repenser la structure, parce qu'aujourd'hui on a des pages comment écouter tous les épisodes, l'équipe newsletter, mais on n'a pas de page purement thématique qui pourrait faire ressortir ton site sur des mots-clés très précis comme audio marketing digital, audio et conseils en stratégie web ou autre élément très intéressant. Merci pour ces 2 tips. Alors juste pour reprendre la première partie, tes premiers 50%, je pense que à terme, je vais prendre les termes de podcast marketing digital, podcast web marketing. Sur les outils, je vais les tester. Pour revenir à ton point concernant les articles avec des grandes thématiques, en fait, j'ai eu une réflexion un petit peu inverse, c'est-à-dire que je n'ai pas créé des pages spécifiques. Par contre, ce que je fais, c'est que je retranscris à l'écrit les épisodes de podcast. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que finalement, il y a trop d'infos? Pour être très franc, je suis pas sûr que les gens lisent ces textes. Alors, d'ailleurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si vous lisez les textes ou si vous faites juste écouter le podcast. Enfin, finalement, est-ce que c'est pas too much de faire ça? Alors, j'imagine que dans la gestion d'un site internet, avoir du temps, ça peut être un peu compliqué. Donc ce que tu fais, je trouve, c'est très intéressant. Je l'avais vu dans des conseils de growth hacking sur des blogs américains. Ils disaient que retranscrire une interview permettait de gagner du temps. T'as pas besoin de réfléchir à une stratégie éditoriale. Tu vas juste reprendre les mots qui ont été énoncés dans une vidéo ou dans un audio. Donc moi, je trouve ça vraiment top, surtout qu'en fait, on reprend le champ lexical du domaine dans lequel tu souhaites être référencé. Par contre, à toi de bien gérer la discussion lors de tes audios pour faire en sorte que ton invité puisse répéter certains mots-clés et peut-être même, si jamais ça t'intéresse, avant un podcast Banous, on pourrait même travailler ensemble sur la thématique pour que tu puisses un peu faire dire à tes invités des mots-clés bien précis pour les retrouver dans tes textes. Ouais, un petit peu comme le jeu du séance soirée qu'on fait souvent, on doit placer des mots, c'est un peu ça que je te propose. Ouais, alors après, Banous, je vais pas aussi loin dans la réflexion, dans le sens où ça prend déjà pas mal de temps. Et le truc, c'est que avec Mathieu, on ne veut pas du tout tronquer en fait le discours de nos invités. C'est pour ça d'ailleurs que on rémunère personne. Il n'y a pas de placement de produits. Nous, on n'interroge que les gens qui nous tiennent à cœur finalement et à qui on reconnaît en fait une expertise, mais en tout cas, ok. Par rapport aux mots-clés, alors, ok, c'est une bonne chose de retranscrire le podcast, mais est-ce que finalement, les mots-clés sont pas... Parce que là, on voit sur la page, il y a beaucoup de contenu. Est-ce que c'est pas dilué finalement? Alors, moi aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit un peu de tout sur la blogosphère 10 fois, 5 fois au-dessus de la ligne de flottaison, etc. Moi, j'y crois de moins en moins. Je pense que l'idée, c'est juste d'avoir au-dessus de la page un chapeau qui va bien définir et bien résumer la page en ayant quelques principales requêtes. Mais après, répéter continuellement le même mot-clé partout dans ton texte, je conseille pas. C'est même une technique un peu frauduleuse qu'on appelle le keyword stuffing, le fait de répéter sans cesse. Et c'est pas ça. Aujourd'hui, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de faire de la qualité, d'écrire pour être lu en utilisant bien sûr des mots-clés qui sont tapés par les internautes au préalable avec un outil comme SEMrush ou Answer de Public. Et c'est là où je voulais compléter avec cette stratégie que tu as de retranscrire les interviews. Aujourd'hui, on ne dit pas forcément comme on parle et écrire un texte parlé,
n'est pas forcément agréable à lire. C'est un gros biais, j'en conviens. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque tu m'as dit que tes visiteurs ne lisent pas forcément ces textes... En fait, j'en sais rien. Pour être très franc avec toi, j'ai pas de retour par rapport à ça. Et on le fait depuis très peu de temps finalement. Donc, je sais même pas si ça a impacté mon SEO, par exemple. Si tu utilises Google Tag Manager et que tu utilises justement le scroll down pour justement suivre si tes visiteurs scrollent jusqu'en bas de la page ou pas, tu pourras le savoir. C'est un petit tips. Et pour le coup, moi aujourd'hui, par exemple pour les conférences TED que je regarde, je vais jamais lire la retranscription. Donc je me dis, parce que c'est pas du texte qui est écrit, c'est du texte qui est parlé et c'est pas la même chose. Moi, ce que je peux te conseiller, petit conseil content un peu SEO, ce serait de laisser la retranscription, peut-être de mettre un voir plus s'il faut, et de mettre à propos du sujet, par exemple à propos de l'affiliation, et là d'écrire un véritable texte. Un article en fait. Un article tout simplement qui va détailler l'affiliation, les conseils, et c'est là où Google en fait va vraiment s'intéresser à ton contenu, qui va répondre à une question, la question simple qui est qu'est-ce que l'affiliation, ou en quoi l'affiliation peut aider les personnes. En bref, essaye vraiment de penser ça. Aujourd'hui, le SEO va de plus en plus vers une tendance, c'est répondre aux questions des internautes. Si tu tapes par exemple SEO, tu vas voir que les pages qui ressortent le plus, c'est des pages qui répondent à des questions, soit qu'est-ce que le SEO, soit qu'est-ce qu'un consultant SEO. Donc toi, tu peux ajouter un petit laïus qui va présenter le sujet phare de l'invité. Tu peux même demander à tes invités de t'aider. En tout cas, moi, je t'aiderai avec plaisir pour la prochaine page qui abritera mon audio. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, juste pour résumer, retranscription des émissions, c'est pas une mauvaise idée. Mais plutôt, en fait, le mieux, ça serait à l'issue d'une émission Banous, en faire un article, en fait. Alors, pareil, j'ai une autre petite question. Alors, je suis désolé si c'est un peu dans le désordre. Enfin, en même temps, il n'y a pas vraiment d'ordre. Tout à l'heure, comme je te le disais, je retravaillais, en fait, mes descriptions de pages, etc. Est-ce que c'est néfaste de retravailler une page qui a été publiée il y a un certain temps finalement? Alors, c'est une super question. Lorsque tu retravailles une page, tu t'ajoutes du nouveau contenu, ça attire en fait les robots de Google. Ils vont revenir la crawler. Pourquoi ? Parce qu'ils souhaitent proposer des pages récentes et donc du coup, ils sont obligés de revenir sur l'ensemble des nouvelles pages. Donc moi, je te recommande même, si tu as des pages qui datent de 2017-2016, tu peux un peu les retravailler, peut-être mettre un update, peut-être sur la modification de tel ou tel sujet. Par exemple, le SEO, si un jour j'ai parlé, par exemple, de la recherche vocale, tu peux faire un petit update pour ajouter un autre élément, ou même, tu sais, sur mon premier audio, tu pourrais mettre cet audio qu'on est en train d'enregistrer en bas en mettant deuxième version ou la suite, et de cette manière, effectivement, ta page va mieux ressortir et elle aura plus d'importance pour Google. D'accord, alors ça, toi, tu parlais vraiment du contenu de la page, moi je parlais des métadescriptions. Est-ce que changer une métadescription a un impact négatif ou pas ? Alors, si cette métadescription est optimisée, ça a un impact positif. Si par contre, tu décides de la modifier, mais tu aimerais lui donner une autre tournure sémantique, ça pourrait te faire perdre en fait. L'idée, c'est de rester très collé à la thématique de cette page, et ensuite après tu peux effectivement modifier la tournure, modifier peut-être, si par exemple, je te donne un exemple, tu perds 5 positions sur podcast affiliation, tu pourrais la retravailler en mettant podcast et tuto affiliation pour ressortir beaucoup mieux en fait. En tout cas, il faut que ça reste, si c'est pour l'optimiser, c'est une très bonne chose, au contraire même. Alors, c'est une question qui n'a rien à voir, mais lorsque tu vois une information sur le SEO, comment tu arrives à savoir si c'est de la rumeur ou de la notion avérée utilisée vraiment par Google ? Parce que j'ai l'impression quand même que sur cette thématique, il y a une espèce de brume quand même avec des gourous SEO qui donnent leur avis, etc. Finalement, toi, comment tu gères la part du vrai et du faux ? Alors, tu soulèves une question très très intéressante.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le SEO, c'est un domaine empirique. Si Google nous disait tout, il fermerait son moteur de recherche et ce serait normal. Donc en fait, il joue un petit peu au chat et à la souris avec nous. Sauf qu'aujourd'hui, on a des personnes qui font des tests, qui analysent. Chez les Américains, on a Moz, par exemple, avec Grant Fishkin aussi, qui font des analyses et permettent de trouver ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. En France, on a par exemple un Fabien Raquidel qui est aussi beaucoup dans le test, dans la R&D SEO. Et donc, du coup, on peut aujourd'hui avoir un peu ces experts qui communiquent, avec lesquels on peut leur donner confiance. Et puis aussi, à titre personnel, moi j'ai 2-3 sites internet, je fais des tests, je m'amuse et je ressors sur certaines requêtes, donc j'arrive à savoir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, la base aujourd'hui, par exemple, lorsque je travaille dans une entreprise où j'accompagne un client et que je mets en place des choses, à force, avec l'expérience, on sait ce qui fonctionne et lorsqu'on a des news, en fait, on les prend avec des pincettes, on les teste et si ça fonctionne, en fait, on finit par y croire, en fait, tout simplement. Mais ce domaine-là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va réinterroger à chaque fois la vérité et essayer sans cesse de chercher de nouvelles combines et c'est ce qui rend vraiment le sujet très intéressant. Alors pour revenir à à la création de contenu, il y a pas mal de rédacteurs web sur le net, spécialisés ou non dans le SEO. Quelle place toi tu apportes à ce type de compétences? Alors aujourd'hui, le contenu est roi, il l'a toujours été depuis le début du SEO. Et de ce fait, on a besoin d'un rédacteur. Clairement, aujourd'hui, je recommande vivement aux personnes de s'armer de rédacteurs. Ça peut être des journalistes en freelance. Ça peut être aussi ces rédacteurs qu'on peut trouver sur des plateformes comme Textbroker ou encore Mais c'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible. Ça dépend en fait. Par exemple, sur une plateforme comme Textbroker, tu peux choisir des auteurs qui ont une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Tu peux même choisir une équipe de rédaction. Il y a un classement. Et donc, tu peux avoir des textes très très bien faits. Tu peux même choisir des personnes qui ont une affinité avec ton sujet. Par exemple, le marketing digital, tu pourras trouver un auteur spécialisé dans ce domaine. Donc, ça reste quand même intéressant. Après, tu peux aussi, tu sais, il y a de plus en plus d'écoles forment des personnes au content marketing et tu peux recruter un rédacteur online qui peut faire que ça et même t'aider dans la rédaction, pas uniquement SEO, mais aussi la rédaction en termes d'infographie, de vidéo, de motion design. En bref, essayer justement de rendre ton site beaucoup plus média en fait, chose qui fonctionne beaucoup plus en termes de SEO. Alors moi, c'est parce que je suis un vieux de la vieille, mais avant on faisait du spin content. Est-ce que ça fonctionne toujours? Alors, je savais que tu allais me poser une question un peu black hat. Aujourd'hui, par déontologie, je préfère un petit peu éluder la question parce que comme tu le sais, je travaille dans plusieurs entreprises et je donne des formations. Donc, du coup, c'est une question que je préfère un petit peu éluder. Mais pour te répondre, ça peut fonctionner dans certains cas. Assez risqué et péril, mais c'est du court terme, ouais, voilà. Assez risque et péril. Voilà. Après, il y a des techniques, mais à l'heure actuelle, je préfère éviter de détailler les techniques de Black Hat. Mais justement, comment toi tu détermines, en fait, étant donné ce que tu disais tout à l'heure, c'est... on ne sait pas tout de Google, donc il faut expérimenter des choses. Comment tu détermines une technique si elle est bénéfique ou si elle fait partie de la catégorie Black Hat en fait? Lorsque tu essayes de tromper les robots de Google et l'internaute, c'est du Black Hat. Tu me dis demain, par exemple, j'ai beaucoup de contenu, sauf que ce contenu-là, il n'intéresse pas mes internautes. Par contre, les robots de Google, ça les intéresse, donc je vais le mettre en blanc sur un fond blanc. C'est du contenu en fait que tu vas cacher, c'est du cloaking. À ce niveau-là, je vais te dire non parce que tu es en train de tromper tes internautes et à la fois Google et tu vas te faire pénaliser. Si par exemple tu me dis moi j'ai pas le temps, tu sais, j'aimerais bien créer des liens externes, des backlinks et tu me dis j'ai investi dans un logiciel qui me crée 10 000 backlinks en 15 minutes, je vais te dire calme-toi parce que c'est
déjà ça ne fonctionnera pas, et puis surtout tu risques de te faire pénaliser. Donc c'est lorsqu'en fait on essaie un petit peu de désorienter Google, d'essayer d'avoir un petit peu l'algorithme et de pas laisser le temps au temps. D'accord. Justement, par rapport aux plateformes qui proposent des backlinks, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors, dans le monde du backlink, tu as plusieurs façons de fonctionner. Soit tu vas aller voir directement tes partenaires. Demain, par exemple, tu connais un blog qui parle de marketing digital, tu vas lui demander est-ce que tu peux me faire un lien dans un de tes textes. Comme ça me ramène du jus et ça me permet d'être mieux positionné sur des mots-clés bien précis. Tu peux aussi passer par des agences qui vont faire ce travail à ta place, et tu peux aussi passer sur des plateformes dédiées à l'achat de backlinks. Par exemple, il y a netlinking.fr, je crois, qui le propose. Tu vas sur la plateforme, tu crées un compte, tu as une liste de sites potentiels, et tu les contactes, un petit peu comme une plateforme d'affiliation en fait, tout simplement. Et derrière, tu vas acheter tes liens et ça va te permettre de... Et tu les achètes pour 1 an, 2 ans, illimité? Enfin, comment tu gères ça? Alors, tu les achètes en fait de façon illimitée, donc tu vas en fait acheter ce lien. Et sinon, alors moi je l'ai vu, c'est assez nouveau, je ne sais pas s'il y a d'autres sites qui le font, mais udot.io propose la location de backlink en fait. Ouais. Donc c'est un peu moins cher et ça permet vraiment d'avoir une durée dans le temps et de pouvoir maîtriser cette durée. Peut-être par exemple tu n'as pas beaucoup d'argent mais tu souhaites un lien super quali sur BFM, et en fait tu vas le louer 3 mois pour faire monter cette page, et lorsque tu n'as plus besoin de cette page, tu arrêtes ton contrat et ça peut être possible aussi. Toi, ce genre d'action pour moi typiquement c'est un peu trompé en fait, parce que en fait pour moi un backlink ça représente la qualité d'un contenu et le fait de mettre en valeur un contenu de qualité en mettant un lien sur ton site à destination de ce fameux contenu. Effectivement, c'est un peu du black hat si on est pointilleux. Par contre, Google n'est pas en mesure de savoir que tu l'as acheté. Les robots de Google, ils sont pas là à te suivre jusqu'à ce que tu fais avec ta carte bleue. Donc, si jamais demain, par exemple, tu viens me voir et tu me dis, Youssef, est-ce que je peux t'acheter un lien sur ton site, je te paye 3000 € le lien, je pense pas que Google a des micros activés sur nos téléphones portables. Ouais, non, mais tu parlais de 3000 €. C'est combien un lien? Ça coûte combien? Alors, il y a de tous les prix. Honnêtement, d'accord. Moi, j'ai vu des liens à 10 € comme des liens à 3000 €. D'accord. Comme des liens à 10 000 €. Ça dépend vraiment du site. Plus le site a de visites, mieux il est référencé, plus il a un trust flow et un citation flow élevé, plus il va être cher en fait. Mais écoutez, cher auditeur de Banous, le lien sur Banous, c'est 10 000 €. Voilà, c'est 10 000 € et je prends la moitié. Ouais. Effectivement. Écoute, super clair. Je retourne sur la homepage de Banous. Évidemment, le site est responsive. Ça, c'est un incontournable. Finalement, pareil, il faut que le site soit accessible sur l'ensemble des devices. C'est même presque un non-sujet parce que maintenant, c'est géré automatiquement par WordPress ou enfin les différents CMS. Donc, aucun problème par rapport à ça. Par rapport aux réseaux sociaux, typiquement, alors, Banous, on est principalement sur LinkedIn. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur la page Banous. On fait un petit peu de Facebook, un petit peu de Twitter. C'est ultra confidentiel, en fait, l'audience. Est-ce que ça a un impact important? Alors, cette question, ça fait depuis 3-4 ans, en fait, que je te la pose. Que tu me la poses, voilà, j'en ai marre, j'arrête cette podcast. Non. En fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce sont des sites internet comme d'autres et qui permettent une visibilité. Effectivement, ça peut vous aider à driver de l'audience et plus vous avez de l'audience, plus c'est bon pour votre référencement. Pourquoi ? Parce que Google prend en compte aussi l'activité du site internet. Après, la corrélation réseaux sociaux SEO, je ne la fais plus depuis très longtemps. Je pense pas qu'aujourd'hui, si je fais plein de posts Facebook, mes positions vont évoluer. Pour moi, c'est deux sujets qui sont très différents et qui ne doivent pas être mélangés, clairement. D'accord. Donc ça apporte du trafic, mais ça
ça n'a pas un réel avantage en termes de SEO. Voilà, c'est un avantage plutôt en termes de visibilité, en termes de trafic, bien que les réseaux sociaux ne sont pas des vecteurs de trafic, mais plus des vecteurs de visibilité et de création de confiance avec une éventuelle communauté. Mais c'est pas pour faire du référencement. D'accord. Voilà. Très Par clair. contre, ce que je conseille pour les petits commerces, c'est plutôt de s'intéresser à des plateformes comme Google My Business et là, en fait, essayer de favoriser. Mais là encore, c'est du... Tu sais, le SEO, en fait, il se rapproche de plus en plus du média. Aujourd'hui, lorsque tu as à la fois une vidéo YouTube bien travaillée, lorsque tu as des images, lorsque justement tu es assez bon via Wikipédia, et ben en fait, tu arrives à inonder un petit peu les SERP. Donc là aussi, c'est pas du SEO 100%, mais c'est du média en fait, et ça reste intéressant. Juste, tu peux définir ce que c'est une SERP? Alors, les SERP, c'est Search Engine Result Pages, en fait, les résultats des moteurs de recherche. D'accord, très Voilà. bien. Alors, Banous est diffusé en fait à travers SoundCloud qui redistribue vers les différentes plateformes audio. Est-ce que toi, tu as des astuces pour être bien référencé sur l'ensemble de ces plateformes en fait? Alors, ces plateformes, elles obéissent à des algorithmes, un peu comme Google. Et ma réponse va être très classique, mais l'idée, c'est de mettre des bons titres, des bonnes descriptions, favoriser les écoutes, favoriser les likes, favoriser les favoris, un petit peu comme une application mobile, faire en sorte qu'il y ait des commentaires, faire réagir les personnes. Et là, effectivement, bah, ça va vous donner une meilleure position. Mais après, c'est vraiment lié et intrinsèque à la plateforme en question. Et il faut l'étudier, il faut voir un petit peu comment ça fonctionne, quel est l'algorithme de classement, et ça c'est du cas par cas. D'accord. Et toi, à titre perso, tu as des connaissances sur YouTube, SoundCloud, je sais pas. Enfin... Alors si par exemple quelqu'un veut référencer sa vidéo YouTube, il peut sur LinkedIn Learning profiter d'une de mes formations. D'accord. Référencement vidéo, Youssef Jlidi sur Google, vous la trouverez. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour certains de mes clients. Et puis j'ai aussi classé et amélioré le référencement d'une application mobile, ce qu'on appelle le ASO. Voilà. Mais sinon sur Spotify ou sur SoundCloud, je l'ai jamais fait. Ouais, d'accord. Alors pour terminer cette première discussion, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, mon cher Youssef. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, le site en fait contient 4 pages principales, donc comment écouter Banous, les épisodes, l'équipe et newsletter. Et ensuite, il y a différents articles. Comment toi, tu relirais en fait l'ensemble de ces articles et de ces pages afin justement d'avoir un bon maillage interne? Là, tu parles d'un sujet très très intéressant et très important pour les sites internet. Déjà, expliquons à tes auditeurs ce qu'est le maillage interne. C'est ni plus ni moins que la structure de ton site internet. Et l'idée, c'est un petit peu d'optimiser cette structure pour donner de la puissance aux pages les plus importantes. Demain, par exemple, j'ai un site e-commerce. Je vends des chaussures, des pulls, des montres et des casquettes. Là où je marge le plus, c'est les casquettes. Ce qui intéresse le plus les internautes, c'est les casquettes aussi, parce que j'ai fait au préalable une étude des trends via SEMrush ou via Answer de Public ou via Ubersuggest. Et bah pour le coup, l'idée c'est de donner beaucoup plus de maillage à cette page-là. Je sais pas si tu te souviens, mais lors de mon premier podcast, j'ai parlé de un lien est égal à un vote. Ouais. C'est le principe du netlinking. Plus vous avez de liens de qualité, plus votre site gagne en popularité. Et bah cette popularité, elle existe aussi en interne. Si par exemple, cadeau pour tes auditeurs et pour toi, tu souhaites savoir quelles sont les pages qui reçoivent le plus de liens dans ta structure, tu peux utiliser l'outil Screaming Frog. Tu rajoutes ton URL, tu vas à droite et tu prends les liens en fait de ta structure et tu pourras savoir quelles sont les pages qui ont, entre guillemets, je vulgarise un petit peu, mais les pages qui ont le plus de popularité. Donc toi, typiquement sur Banous, je te recommande déjà de bien revenir, et ça revient un peu à ce que je disais tout au début du podcast, de bien choisir ton positionnement sémantique.
quels sont les sujets qui pourraient me driver du trafic. Tu n'es pas obligé d'être bon partout. Tu peux par exemple demain te dire, tu sais, le drive to store, c'est un sujet qui fait écrire beaucoup d'encre, et donc du coup peut-être que je devrais retravailler cette page-là. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas aller sur l'ensemble de tes autres pages. Et si, par exemple, un moment, un de tes auditeurs dans une transcription a dit le drive to store en e-commerce c'est important, tu vas mettre une encre de lien sur drive to store vers la page en question drive to store. Et ça, tu vas le multiplier sur pas mal de pages. En même temps, ce qui est très important, la home page, c'est celle qui reçoit le plus de popularité. Donc, dès la page d'accueil, tu vas en fait faire une sorte d'arbitrage. Tu vas choisir les sujets les plus importants et tu vas, dès la page d'accueil, tu vas en fait mettre en avant ces pages que tu souhaites le plus valoriser. En gros, c'est un arbitrage en fait. Bah, le truc, c'est que moi, je diffuse un épisode tous les 15 jours et donc en fait, c'est un ordre chronologique. Je peux pas faire d'arbitrage dans le sens où alors je limite le nombre d'émissions sur la homepage et je rajoute des articles spécifiques au marketing digital. Enfin, comment... Alors, dans le cas justement où tu souhaites augmenter l'audience de Banous via le SEO, je te recommande de revoir ta page d'accueil. Je voulais te le dire, voilà, désolé, c'était la mauvaise nouvelle du jour. Bah non, c'est une information importante. En fait, moi, je serais toi, je ferais une page d'accueil qui présente Banous et qui met pas, en fait, tel un blog, l'ensemble des podcasts en cascade. Par exemple, si tu estimes que tes 3-4 sujets, j'appelle un peu les money pages, c'est-à-dire les sujets qui te ramènent le plus de trafic et le plus peut-être de conversion, tu vas les mettre directement via la page d'accueil et après tu peux même mettre un bouton voir les autres podcasts et de cette manière tu auras ta présentation en cascade de l'ensemble des audios. Mais présenter tout ça dès la page d'accueil, je pense que c'est pas arbitrer ce qui pourrait le mieux marcher. Mais au préalable, encore une fois, je le répète, je te recommande de bien penser à ton positionnement sémantique, quitte à même décevoir certains intervenants. Bon, le but, c'est de présenter tout le monde, mais ok, en tout cas, j'ai pris bonne note, mais en gros, c'est mettre en avant les sujets qui me rapportent plus de trafic. En bref, l'idée, c'est quoi ? C'est de te dire, tu sais, tu dessines une sorte d'organigramme, page d'accueil, et ensuite, après, tu essayes en fait de faire un organigramme de la structure de ton site internet. Maintenant, après, il faut s'imaginer que la page d'accueil, c'est celle qui reçoit 100%. Et à chaque fois que tu descends dans la pagination, en fait, tu enlèves 10%. Je vulgarise au maximum. En fait, les 100% de jus de maillage interne qui va être dilué de la page d'accueil, il faut que ce soit vers les thématiques les plus importantes. D'accord. Voilà, comme je reviens à mon exemple, comme ce e-commerçant qui se dit que les casquettes et les chaussettes, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui va mettre en avant le plus sur sa page d'accueil et dans sa structure. Le truc, c'est en fait, quand tu m'expliques les choses, j'ai pas l'impression que le SEO soit extrêmement compliqué, mais j'ai l'impression que c'est extrêmement chronophage et il faut être extrêmement minutieux dans ses actions, en fait. Par contre, là où ça me pose vraiment problème, c'est faire des choix. Alors, tu m'as dit, il y a plein d'outils, etc., mais faire des choix dans son positionnement. Et ça, j'ai l'impression que c'est compliqué. Parce qu'en fait, on a envie de tout faire. Moi, j'ai envie que les auditeurs viennent pour écouter du Drive to Store. J'ai envie qu'ils connaissent l'audio digital, les chatbots, Signal Spam, le rôle d'un product manager. Et donc, j'ai la sensation qu'on peut vite se disperser, en fait, dans sa stratégie sémantique. Alors déjà, juste pour revenir à ce que tu as dit, effectivement, le SEO, c'est très logique, en fait. On n'est pas dans l'invention de je ne sais quoi, on n'est pas non plus des gourous qui réinventent le monde, on essaie juste de rendre logique des sites internet pour les algorithmes afin de permettre aux personnes d'avoir plus de visites. Je transitionne exprès en parlant des visites. Aujourd'hui, la data est roi. Toi, tu veux parler et mettre en avant l'ensemble de tes podcasts et en même temps, tu veux des résultats.
si tu veux des résultats, il va falloir regarder ce qui intéresse vraiment tes internautes et de ce fait, faire un arbitrage dès la page d'accueil. Attention, je ne dis pas que les autres sujets, il faudra les jeter, mais dans la présentation, tu mettras en avant ce qu'il y a de plus important et après, quitte à même derrière sur LinkedIn, tu peux partager tout ce qui t'intéresse. Dans d'autres pages, par exemple, une page secondaire ou tertiaire, tu pourras mettre ce que tu veux, mais la page d'accueil, pour moi, on n'a pas le droit de se rater. Il faut vraiment bien la travailler. Lorsqu'on voit des grands e-commerçants comme Mano Mano ou comme Rue du Commerce qui font des arbitrages vraiment dès la page d'accueil en mettant en avant les produits les moins chers ou les plus soldés ou en mettant en avant là où il y a le plus de marge, c'est que forcément ils ont eu une réflexion utilisateur et ils cherchent un ROI assez important. Après bien sûr il y a leur menu qui présente un peu tout, mais là encore il y a des techniques pour présenter un menu qui sera optimisé à SEO. Je pourrais parler notamment de clusterisation sémantique, mais là on fera une troisième podcast pour en discuter. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Youssef. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors, sur LinkedIn, je suis très actif sur LinkedIn, donc je l'ai dit Youssef. Sinon, sur Twitter aussi, un petit peu. C'est mon endroit où je fais pas mal de veille. Et puis aussi, on peut voir mes formations en tapant LinkedIn Learning, Youssef je l'ai dit. Il y a des formations SEO, des formations en relations publiques, en management stratégique. Voilà, donc pour vraiment bien comprendre les bases du SEO. Merci beaucoup. Merci à toi. Cet épisode de Banous est terminé. N'hésitez pas à le partager ou à le liker sur les différents réseaux. Pour nous contacter, retrouvez-nous sur Twitter alias Banous. À bientôt.